Chers amis internautes, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de chat vidéo. De nombreuses questions sont en attente. Sans plus tarder, première question. Une question de Laura. Bonsoir monsieur. On parle d'une deuxième entrée-sortie d'autoroute à Bourges. Allez-vous défendre ce projet pour votre ville? Et quand cela a-t-il des chances de voir le jour? Alors, deuxième entrée d'autoroute à Bourges, vous savez que vous ne le savez pas, c'est un vrai sujet qui avait occupé les décideurs il y a déjà quelques années. C'est vrai qu'il est question aujourd'hui, les discussions que nous avons avec le président du conseil départemental du Cher, liées d'abord à la rocade, parce qu'en fait, je ne conçois pas aujourd'hui qu'on termine la rocade de Bourges, qui fait le tour pardon, de l'agglomération. Il reste un dernier tronçon à réaliser, sans qu'il y ait une deuxième sortie d'autoroute, qui se trouverait plus au nord. Donc c'est des discussions que nous avons effectivement avec le conseil départemental, et j'y suis plutôt favorable. L'ensemble d'ailleurs des élus communautaires, et notamment le bureau communautaire, a eu une discussion sur ce sujet-là, mais c'est un sujet global, mais il me semble impératif de pouvoir bénéficier d'une deuxième sortie. Tout d'abord parce qu'elle permettra de désengorger la sortie actuelle, et notamment si on considère les différentes entreprises qui vont s'implanter dans l'environnement de l'échangeur d'autoroute actuel, qui est déjà, je dirais, dans certaines heures un peu embouteillé, je vais le dire comme ça, et qui risque de l'être forcément avec des implantations nouvelles sur cette zone. Et puis deuxième raison, c'est un côté pratique. Vous savez, si vous êtes aujourd'hui par exemple à Saint-Loup-le-Char, vous voulez prendre l'autoroute, finalement vous avez plus intérêt à aller jusqu'à Vierzon par la route, plutôt que de reprendre l'autoroute au péage qui se situe donc dans le secteur du Moutet. Donc à votre question, oui, je suis plutôt favorable. Une question de Lucas. Bonsoir. Où en sont les installations des bases logistiques de Monin, Intermarché et Carrefour? Avez-vous d'autres projets? Alors, très concrètement, concernant les siromonins, l'implantation, donc vous avez pu voir d'ailleurs, et même c'est le cas pour Intermarché aussi, la construction, le chantier avance assez rapidement. S'agissant des siromonins, normalement, donc le début de production sur le nouveau site devrait avoir lieu sans doute au mois de septembre de l'année prochaine, 2016. Il en a à peu près l'identique pour la base Intermarché, qui devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année 2016. Et enfin, pour la base logistique Carrefour, l'objectif est qu'elle soit opérationnelle fin 2017. Donc ça va apporter énormément d'activités dans le secteur, et puis surtout, ce qui me semble aussi le plus important, c'est de créer des emplois nouveaux qui seraient de l'ordre de 4 à 500, et c'est très important pour notre agglomération. Maintenant, nous avons toujours des pistes, puisque nous avons cette chance sur l'agglomération d'avoir ce qu'on appelle du foncier disponible à proximité notamment de l'échangeur, et je pense notamment à toute la zone du Moutet où va s'implanter la plateforme logistique de Carrefour. Nous avons toujours des contacts, mais rien pour l'instant qui est, on va dire, suffisamment avancé pour penser que à très court terme, on a des implantations, mais vous savez, les choses peuvent aller très vite. Et nous avons cette chance, en fait, à l'agglomération, c'est de toujours avoir voulu investir, notamment en termes de viabilisation de ces fonciers, de manière à l'occasion, je dirais, d'une sollicitation, qu'on puisse dire aux entreprises qui souhaitent s'implanter qu'elles peuvent venir très rapidement, moyennant effectivement toute la partie administrative de cession des terrains. Voilà, donc les choses avancent très vite, et nous pouvons que nous en réjouir. Une question posée par Samia lors de la session précédente. Bonjour Monsieur le maire, pouvez-vous nous dire à quoi va servir la forêt urbaine dans le quartier des Pijolins, et pourra-t-on s'y promener? Alors c'est une forêt urbaine, on appelle ça aussi corridor écologique, c'est une définition plus technique, on va dire. Il faut savoir, pour peut-être les internautes qui ne sont pas au courant, c'est 10 500 arbres qui ont été plantés il y a à peu près un mois de ça, sur une période de 10 jours, c'était très vite. L'objectif, on l'avait d'ailleurs précisé dans notre programme de campagne des municipales, donc en 2013-2014, c'est d'apporter un souffle encore nouveau, un espace de verdure, en complément de ce qui existe déjà. Je pense notamment au plan d'eau, je pense au marais, et puis je pense que toutes les implantations d'arbres que nous avons sur la ville et l'agglomération, qui est déjà une implantation très importante en nombre.
Donc la première vocation, c'est d'apporter, on va dire, et de participer à notre niveau aux objectifs qui ont d'ailleurs été définis dans la COP 21 il y a quelques jours, que la ville participe ce vrai combat qui fait en sorte de diminuer, en fait, si je peux dire, diminuer l'augmentation de la température de notre planète à travers des arbres qu'on implante sur notre territoire. Donc c'est une volonté politique de participer, je dirais, à la préservation de notre planète. Bien sûr, pas pour nous, mais pour les générations à venir. Alors, les arbres, bon, si vous y êtes passé, vous voyez, ils ne sont pas très grands, donc il va falloir un peu de temps avant qu'ils grandissent. Et ça sera effectivement l'occasion de pouvoir découvrir des essences nouvelles, mais des essences qui résistent à notre climat. Mais pour ça, il va falloir être un peu patient, de manière à ce que ces arbres prennent un peu de hauteur. Une question posée par Chauveau. Monsieur le maire, après les attentats commis en France par des terroristes passés par la filière des migrants, quelle est votre politique sur le fait d'en faire venir dans nos villes, comme vous l'avez déjà fait? Trouvez-vous normal que certains berruyers ne trouvent pas de logement et qu'il n'y ait pas de problème pour les migrants? Je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame sur le sujet. D'abord, il y a migrants et migrants, et moi ce qui me paraît aujourd'hui fondamental, c'est d'accueillir des personnes qui sont dans la détresse. En particulier, c'est le cas des Syriens, pour lesquels nous avons été sollicités il y a quelques mois par les services de l'État. Des Syriens qui vivent un drame et qui, en conséquence de quoi, ont souhaité quitter leur pays. Vous savez, je suis un humaniste dans l'âme, et il se trouve que face à cette situation-là, notre pays, la France, qui est, je rappelle, un pays qui est des droits de l'homme, se doit de faire en sorte d'accueillir les gens qui sont en détresse, mais tout ça doit être fait d'une façon raisonnée. On a pu d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a pu mesurer une fois encore la faille qui existe dans la gestion européenne de la situation. Vous avez pu voir que les pays ont eu des attitudes très changeantes au cours de cette période-là. Une fois on fermait les frontières, une fois on les réouvrait, on arrêtait les trains, on les remettait en marche. Enfin, tout ça était un peu compliqué. Et ça, c'est la conséquence d'une mauvaise gestion de l'Europe qui, à mon sens, doit être gérée par un gouvernement fédéral. Et tant que nous n'aurons pas ça, nous avons ces risques-là. Alors, pour revenir à ces sujets-là, nous avons été donc sollicités à l'époque pour l'éventuelle venue de Syriens sur notre territoire. Donc nous avons mis en place une cellule de crise au sein de la mairie. Nous avons travaillé en collaboration avec les bailleurs sociaux, en collaboration avec les services de l'État, pour voir dans quelles conditions on pouvait les accueillir. Moi, il y a eu un préalable qui était très important. D'abord, il fallait que l'acceptation se fasse en nombre d'une façon complètement mesurée, parce que ouvrir très grand les bras, c'est bien, je crois que c'est respectable, mais après, il faut prévoir la suite. Hein. Comment on prend en charge donc, ces personnes qui, une fois encore, sont en difficulté, pas sur le court terme, mais sur le moyen terme. Hein. Où est-ce qu'on va les loger? Comment vont-ils se nourrir? Comment vont-ils apprendre la langue française pour se débrouiller? Donc c'est tout un système qui doit se mettre en route autour de ces sujets-là. En définitive, ce ne sont pas des Syriens que nous avons recueillis, ce sont des personnes qui étaient dans ce terrible camp à Calais, pour laquelle la préfecture nous a sollicité il y a quelques semaines maintenant, donc pour une petite quinzaine d'individus, que des hommes en l'occurrence, et qui étaient pour qui la préfecture nous a posé la question de savoir si on acceptait, ce n'était pas une obligation, accepter de les recueillir sur notre territoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont logés donc, sur deux quartiers différents de la ville de Bourges. Ils sont logés au niveau de l'office départemental, donc qui est plutôt supporté par le conseil départemental et en tout cas pas par la ville de Bourges. Et puis, là, nous étions complètement d'accord avec le président du conseil départemental de se dire oui, on va faire en sorte de recueillir ces gens-là. Mais par contre, il faudra que tous les frais, mais absolument tous, soient supportés par l'État. Hein. Il est hors de question que les collectivités supportent financièrement la venue de ces gens-là. Vous connaissez la situation financière des collectivités, n'ont pas aujourd'hui d'abord vocation et les moyens de dépenser
de l'argent, je ne vais pas dire à tort et à travers, ce n'est pas le sujet, mais d'une façon non raisonnée. Et c'est la raison pour laquelle donc, ces personnes sont aujourd'hui logées. Elles ont fait pour la plupart une demande je dirais de visa et d'autorisation de séjour sur notre territoire. Donc les choses sont en marche au niveau étatique. Ils ne seront pas prioritaires par rapport aux autres. Hein, Madame la préfète me disait ça la semaine dernière. Mais une fois encore, ceci n'empêche pas le logement, je dirais, des verrouillés qui sont sur le site, qui peinent parfois à trouver un logement, mais qui peinent peut-être par la qualité ou par l'exigence qu'ils ont. Aujourd'hui, vous savez qu'au niveau des bailleurs sociaux, nous avons un taux de vacances qui est important, qui est entre 10 et 12%. Ça veut dire qu'il y a de la disponibilité en termes de logement. Maintenant, dès lors qu'effectivement, et ça c'est la conséquence, on va dire, du plan de renouvellement urbain qui a refait des quartiers, refait des logements, déconstruit des logements, et dès lors que les locataires sont exigeants, parce que ils voudraient tous du neuf, ils voudraient tous une maison, et c'est légitime. Eh bien, aujourd'hui, les bailleurs sociaux n'ont pas cette capacité. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire le lien entre le fait d'avoir accepté de loger des migrants, et c'est le devoir de la France de le faire, et le fait qu'il y ait des difficultés, je dirais, pour déverrouiller à se loger. Ce sont deux sujets qui sont complètement différents. Une question posée lors de la session précédente par Laure. Bonjour Monsieur le maire. Le problème du ramassage des poubelles en ville n'est toujours pas réglé. Des gens peu scrupuleux s'autorisent à déposer leurs sacs hors période de ramassage. Que pouvez-vous faire et comptez-vous agir contre l'affichage sauvage? Alors là, il faut toucher un vrai sujet lié à l'incivilité qu'on trouve dans différents sujets, la vitesse, le stationnement sur les trottoirs, un sujet, l'excrément des chiens sur les trottoirs, enfin voilà, tous ces sujets que l'on traite à l'occasion des rencontres pour Bourges. Et vous avez complètement raison sur les ordures ménagères. Je trouve d'ailleurs la situation particulièrement désagréable dans la mesure où aujourd'hui on a une fréquence de ramassage, notamment en centre-ville, qui est élevée. Hein. Pas beaucoup de villes ont cette prestation. Et donc tout est fait de manière à faire en sorte que d'abord les ordures soient triées. Pour ceux qui peuvent être équipés de bacs, ça permet effectivement de faire des économies d'échelle. D'avoir des bacs, c'est-à-dire que ça évite d'avoir des sacs poubelles qui traînent dans les rues. Alors, dans certains cas, on ne peut pas faire autrement, puisque c'est vrai que dans l'hypercentre, il est toujours très difficile de pouvoir ranger nos conteneurs. Et puis des fréquences, soit le matin de bonne heure, soit en fin de journée. Mais face à ça, malgré tout, il y a, on va dire, des irréductibles qui finalement se moquent un peu des autres, se moquent de la ville, de l'image que peut avoir la ville, malheureusement, avec tous ses atouts, toute sa beauté, par le fait qu'on dépose ses ordures n'importe où, n'importe quand. Et là, donc, nous menons des opérations avec la police municipale assez régulièrement, d'ouverture de sacs, ça nous permet d'essayer de trouver quels sont les responsables à travers des adresses, des enveloppes, enfin ce qu'on peut trouver sur les ramassages, et puis on verbalise. Alors évidemment, on ne le fait pas tous les jours, hein, on a d'autres sujets à traiter, mais on le fait assez régulièrement, et je trouve que même que l'amende n'est pas suffisamment chère, parce que je pense d'ailleurs que je vais demander à augmenter considérablement l'amende. Alors après, sur l'affichage sauvage, vous savez, c'est aussi un fléau, notamment en période électorale, hein, vous avez pu voir fleurir des affiches de partout. Je trouve ça parfaitement insupportable à deux titres. Tout d'abord parce que ça ne donne pas une bonne image de la ville, hein, ça rend finalement une ville sale. Et puis deuxièmement, c'est un parfait irrespect des agents de la collectivité qui doivent nettoyer, qui doivent enlever ces affiches. Et bien sûr, tout ça a un coût. Et ce coût, finalement, comment il est supporté? Il est supporté par vous, par nous tous, par moi-même, à travers nos impôts, à travers les contribuables. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que je n'admets pas. Alors de temps en temps, on fait des opérations. Quand on arrive sur ces affiches à détecter qui les met, c'est de lancer la procédure. Il y a une procédure qui existe, on le fait aussi régulièrement. Alors ce sont des procédures très longues. Parfois, je vous avoue qu'elles ne débouchent pas, parce qu'il y a finalement trop de demandes. Mais voilà, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, de manière à faire en sorte d'enlever ces affiches pour que notre ville soit propre, et puis lancer les procédures quand il faut les lancer.
Une question posée par Flav. Bonsoir. Où en êtes-vous de votre projet d'agglomération jusqu'à Vierzon? Alors bon, vous savez, c'est un travail de longue haleine. Euh, Moi, j'ai rencontré et je rencontre toujours des maires de communes ou des présidents de communautés de communes pour expliquer la nécessité que l'agglomération de Bourges s'agrandisse. Sans parler d'ailleurs forcément jusqu'à Vierzon. Qu'elle s'agrandisse parce qu'on en a un vrai besoin et c'est quelque chose, je dirais, qui est indispensable pour notre département, pour le Berry, pour le sud de la région Centre-Val de Loire. Pourquoi ça? Parce que si on a une agglomération forte, on aura un département qui sera fort, et un département fort, c'est l'ensemble des constituants de ce département qui sera fort. On va tirer, on va dire, nos départements vers le haut. Il faut savoir une chose très simple, c'est que notre ville est la troisième ville de la région Centre-Val de Loire, mais l'agglomération de Bourges n'est qu'en sixième position aujourd'hui. Derrière Tours et Orléans, derrière Chartres, Blois, derrière Dreux et juste devant Châteauroux et Montargis. Donc en nombre, c'est un vrai problème et ce qui fait qu'aujourd'hui notre agglomération n'est pas reconnue. Donc ça c'est la première chose en termes de reconnaissance et de visibilité de notre agglomération. Deuxième élément, et dans le schéma qu'a proposé donc, Madame la Préfète, c'était le 3 octobre de mémoire, il ne répond qu'en partie aux instructions qui ont été données par le ministre de l'Intérieur au préfet. On traite le problème des communautés de communes qui ne font pas la maille, ou la taille plancher de 15 000 habitants. Donc on a proposé, Mme la Préfète a proposé des rapprochements mécaniques. Mais par contre, il y a tout un volet qu'on a complètement oublié, c'est la notion de zone urbaine et zone d'emploi. Et c'est là qu'on doit vraiment se poser la question de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, des villes qui sont déjà, ou des communes qui sont déjà liées à notre agglomération à travers le syndicat Globus, par exemple, je pense à Pigny, je pense à Fussy, je pense à Saint-Florent-sur-Cher, par exemple, non, sont des villes où la vie, où l'emploi se situe sur l'agglomération. Beaucoup de gens de ces communes habitent ces communes, mais travaillent sur l'agglomération. Donc il y a déjà une logique de territoire qu'il faut poursuivre d'une façon plus ample. Ça permettra donc à la fois d'avoir une homogénéité dans le fonctionnement, une homogénéité au niveau de la gestion du territoire d'une façon générale, puisqu'on est aussi contraint, alors je ne veux pas être trop technique, par le SCOT, qui est le schéma qui permet de gérer notre territoire sur une homogénéité de fonctionnement. C'est vrai au niveau d'autres syndicats, qui est le CIRDAP, qui regroupe sur le département plus d'une soixantaine de communes. Et puis cette démarche là, que j'ai entreprise doit permettre une préconfiguration de manière à ce que le rapprochement avec la communauté de communes de Vierzon-Sologne puisse se faire à terme. Donc ça ne sera pas immédiatement, mais il faut qu'on se prépare à ça. Voilà, donc maintenant, je vois que le pavé que nous avons lancé un peu dans la mare avec le maire de Vierzon il y a quelques semaines fait finalement bouger un peu les lignes, et ce qui paraissait être pas une évidence à cette époque-là commence un peu à changer dans la tête des gens, et notamment des territoires qui sont des communautés de communes autour de l'agglomération de Bourges. Et donc ça c'est très important. Donc moi je me battrai, je me bats toujours sur ce sujet-là, mais tout ça nécessite de la pédagogie. Expliquer qu'en fait la volonté de l'agglomération de Bourges, de Bourges Plus, n'est pas comme j'ai entendu dire, un gros machin. C'est un système qui fonctionne bien, c'est un système qui fonctionne à la fois avec des villes urbaines, mais aussi avec des villes, des communes rurales. Je pense à Vorly, je pense à Lissé-Lochy, je pense à Anois, qui font partie de l'agglomération. Et ça se passe plutôt bien. Donc il n'y a pas de crainte à venir rejoindre l'agglomération. Bien au contraire, c'est tout bénéfice que peuvent recueillir ces communes qui viendraient nous rejoindre. Et puis ça permettra peut-être de développer un certain nombre de compétences à Bourges Plus, que l'on retrouve dans des communautés de communes. Donc tout ça, c'est une vraie dynamique qu'il faut mettre en place, mais je suis assez confiant, et de toute manière, vous savez, le rapprochement avec Vierzon, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'un jour on nous l'imposera si on ne le fait pas nous-mêmes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime bien qu'on lui impose des choses, donc je préfère être menant, et c'est tout le travail que nous faisons là depuis quelques semaines et que nous continuerons à faire dans les mois qui suivent. Une question posée par David. Bonjour Monsieur le maire. Après avoir vu des scènes d'une violence inouïe dans l'avenue Jean Jaurès sur lesquelles on voit clairement des videurs de la discothèque Le Pu, je me demande pourquoi cet établissement est toujours ouvert. Pouvez-vous nous éclairer?
Bon, je peux difficilement vous éclairer, hein, donc, puisque je dirais les- les malheureux événements qui ont lieu récemment, qui ont endeuillé d'ailleurs notre ville, même si la personne concernée n'était pas verrouillère, mais en tout cas ça a marqué profondément la vie de nos concitoyens. L'ouverture ou la fermeture d'un établissement, quel qu'il soit, et en particulier l'établissement de nuit dont vous parlez, n'est pas de la responsabilité de la ville de Bourges, mais la responsabilité de l'État et donc de Madame la préfète. Donc encore faut-il, pour fermer un établissement comme ça, avoir des vrais motifs, hein. Aujourd'hui, il y a une fermeture administrative qui a été demandée par la préfecture. Cette fermeture administrative est en cours. Maintenant, une fois encore, c'est la responsabilité de l'État, enfin des représentants de l'État locaux de prendre ces décisions. Moi, j'ai sollicité tout de suite après les événements Madame la préfète pour mener à bien les enquêtes nécessaires pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres actions comme on a pu connaître malheureusement il y a quelques semaines. Il y en a eu d'autres, hein, aussi dans le passé. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que la solution consiste à supprimer à fermer tous les établissements de nuit, qui sont à Bourges. Un établissement de bruit ne se traduit pas forcément systématiquement par du bruit et des exactions comme celle-là, heureusement d'ailleurs. Mais une fois, c'est une fois de trop. Donc moi je suis plutôt partisan de faire en sorte que les établissements de nuit existent encore dans la ville, mais que les choses se passent bien, comme ça se passe bien la plupart du temps, puisque je préfère, vous savez, j'ai eu des enfants beaucoup plus jeunes, quand il leur arrivait de sortir en boîte, hein, comme on disait à l'époque. Sincèrement, je préférais que l'établissement soit en centre-ville plutôt qu'il soit à l'extérieur. Ça contraigne forcément de prendre des voitures, et puis on sait ce qui peut arriver, c'est un accident, c'est toujours un drame aussi, vous savez, le dimanche matin, quand on ouvre le journal, de voir qu'il y a des jeunes qui sont tués sur la route en revenant d'un établissement de nuit. Alors voilà, il faut conserver les établissements en centre-ville, ou tout au moins à proximité, mais faire en sorte que les choses se passent bien, et dans l'établissement et à l'extérieur. Une question posée par Fouad. Bonjour Monsieur le maire, le parti de votre opposition est arrivé largement en tête des élections régionales à Bourges. Quelle conclusion tirez-vous de ce désaveu? Oh, vous savez, je ne sais pas si c'est un désaveu. Moi, je suis très respectueux du suffrage universel. Il y a eu une élection, il y a eu un certain nombre d'électeurs qui se sont déplacés, qui ont voté, qui ont exprimé leur choix. Maintenant, je suis respectueux du résultat. Voilà. Maintenant, si vous parlez d'un désaveu, par rapport à quoi? Par rapport au vote sur la ville de Bourges, je vais vous donner simplement un élément. En 2010, il y a eu les dernières élections régionales. La gauche, les partis de gauche qui ont fait le résultat sur Bourges, ont perdu entre 2010 et 2015, hein, une fois encore sur les mêmes élections, ont perdu 1700 voix. La gauche a perdu 12%. La droite et le centre-droit a gagné 300 voix, a perdu à peine 1%. Et le Front National a gagné 2000 voix et a gagné 12%. Ça veut dire qu'en fait, entre 2010 et 2015, concernant les tendances politiques que je défends, auxquelles j'appartiens, n'a absolument pas changé, ou quasiment pas, entre deux élections. Donc c'est ça qu'il faut retenir comme première analyse. Deuxième analyse, on le voit bien par le résultat de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est un électorat qu'il faut respecter. Je ne partage absolument pas leurs valeurs, mais en tout cas, voilà, il y a des électeurs qui ont voté, qui ont exprimé leur choix, donc c'est un électorat qu'il faut respecter. Bon. Mais ça veut dire que, quelque part que l'électorat traditionnel de droite a perdu, et peut-être il y a eu un transfert, on va dire, des voix qui ont pu avoir lieu aussi d'un électorat de droite sur l'électorat d'extrême droite, et peut-être aussi d'extrême gauche vers l'électorat d'extrême droite. Donc voilà, moi c'est le simple bilan que j'en tire. Alors je regrette, vous imaginez le résultat de dimanche soir, de perdre de moins de 1%, ça peut être rageant. Mais en tout cas, voilà, je respecte les résultats des urnes. Une fois encore, je suis trop respectueux de la démocratie et du suffrage universel pour émettre une moindre critique ou simplement du regret. Mais voilà,
c'est le jeu. Une question de Monsieur Jarige. Monsieur le maire, je salue vos efforts pour réduire les dépenses de la municipalité. Cependant, pour aller plus loin, quelle marge de manœuvre avez-vous pour réduire la masse salariale de la mairie? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, vous aurez l'occasion peut-être d'avoir des informations prochainement, dans quelques semaines, parce que, voilà, je vous l'annonce, c'est peut-être un scoop, mais nous allons faire une grande réunion publique à la fin du mois de janvier, une date qui vous sera précisée, de manière à vous exposer à l'ensemble des verrouillés la situation financière de la ville, en vous présentant d'ailleurs les raisons pour lesquelles la ville est dans cette situation-là, et en faisant des... Donc ça, c'est un effet rétrospectif, on va dire, depuis entre 2009 et puis 2015, et puis une prospective de 2015 jusqu'à 2020. Bon. Donc là, vous aurez des éléments de réponse, en partie sur cette situation dans laquelle la ville se trouve. Situation extrêmement difficile, et je le redis. Les marges de manœuvre sont un peu limitées. D'ailleurs, on va retravailler en termes de sources d'économie. On en a fait déjà beaucoup depuis 2015, puisqu'on a réussi à économiser sur le budget 2015 près d'1 million d'euros. Nous allons reprendre ce travail dans les jours qui viennent pour essayer d'identifier encore des sources d'économie. Alors, les sources d'économie, vous avez raison, quand on considère que la charge salariale représente 54%, donc plus de la moitié des charges de fonctionnement de la municipalité, il y a une logique à dire, c'est dans cette tranche-là qu'on va pouvoir faire ces économies. Simplement aussi vous donner un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, on cherche d'ici la fin du mandat, 2020, à peu près 10 millions d'euros, sur un budget de fonctionnement de 86 millions d'euros, pour vous donner quelques ordres de grandeur. Alors, sur l'aspect charge salariale, vous savez que la très grande majorité des agents municipaux sont de statut fonctionnaire, donc par rapport à ça, je dirais les marges de manœuvre sont quasiment nulles. Et par contre, il y a d'autres sources peut-être d'économie à travers des départs en retraite non remplacés, chose qu'on a déjà fait jusqu'à présent, et que nous poursuivrons dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, avec un objectif qui est fondamental, c'est d'assurer le service public. Il ne faut pas oublier aussi notre mission, notre fonction, c'est d'assurer le service public. Alors voilà, pour répondre à votre question, le levier charge salariale est un peu limité, mais il y a peut-être d'autres sources d'économie. On a déjà des pistes et on va y travailler dans les semaines à venir. En tout cas, soyez sûrs d'une chose, c'est mon devoir en tant que maire de faire en sorte qu'à la fin de ce mandat, en 2020, la situation de la ville soit acceptable, alors je ne vais pas dire confortable, mais soit acceptable, de manière à ce que le prochain maire, je ne sais pas qui il sera, et ça c'est les élections en 2020 qui nous le diront, de manière à ce que la situation financière de la ville soit acceptable, de manière à ce qu'on puisse repartir sur une dynamique d'investissement, d'embellissement de nos territoires. C'est un devoir. Une question posée par Sylvain. Bonsoir Monsieur le maire. Qu'en est-il du déploiement de la fibre optique dans la ville, et particulièrement le quartier de l'Hôpital? Alors, je ne répondrai pas forcément dans le détail, rue par rue, quartier par quartier, sur l'avancement du déploiement de la fibre optique. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons donc contractualisé avec on va dire, le prestataire historique, qui est Orange, pour ne pas le citer, de manière à ce que notre ville soit fibrée sur une période de 5 ans. Donc là, nous sommes à peu près au milieu du gué. Nous avons partagé la ville, on va dire, en 5 grands quartiers. Donc il y a un premier quartier qui est terminé, il y a un deuxième qui est en cours d'équipement, et puis donc il nous reste la suite à faire d'ici 2 ans et demi, 3 ans. Donc j'ai plus en tête, si vous voulez, le zonage, la cadence et le phasage en fait de tous ces travaux. En tout cas, voilà, retenez que d'ici 2 ans, 2 ans et demi maximum, le quartier de l'hôpital sera aussi fibré. Une question posée par Ben. Bonjour Monsieur le maire, avez-vous pour projet de rendre piéton tout l'hypercentre de Bourges au cours de votre mandat? Vous savez, ça c'est un peu un serpent de mer qui date depuis des années. Je note une évolution d'ailleurs dans les mentalités, puisque nous avançons, on va dire, à dose homéopathique. Si vous prenez une partie de la ville, j'entends à Varicom, le cours à Varicom, la rue Mirbeau, la rue Cours-Sarlon, qui sont finalement piétonnes, puisqu'on
on a mis des bornes pour empêcher la circulation automobile, tout au moins pour la limiter à ceux qui en ont vraiment l'usage, alors soit les habitants de ces rues, dans la mesure où ils ont de quoi stationner le véhicule, soit les livreurs, en fonction des plages horaires. Et nous comptons poursuivre, et d'ailleurs on a une autre expérience que nous menons depuis l'année dernière, hein, c'est la fermeture de la place Gordel pendant la période d'été et aussi pendant les périodes de fin d'année. C'est ce qui est aujourd'hui en cours, hein, pendant les jours de fête que nous vivons. Et donc je pense qu'aujourd'hui nous pouvons poursuivre, parce qu'il y avait on va dire des farouchements contre, qui aujourd'hui ont changé un peu leur état d'esprit. Nous avons, pour vous donner aussi un élément, nous avons mené une petite enquête. Vous savez, je ne sais pas si vous suivez sur le site internet, j'espère que oui, c'est la question du mardi. Vous savez que tous les mardis on pose une question nouvelle, et nous avons posé la question sur la piétonisation de l'hypercentre. Il se trouve que 80% des internautes qui ont répondu sont favorables à la piétonisation du centre-ville. Maintenant, ce n'est pas sans poser des problèmes. Alors la question se pose sur la rue Moyenne. Bon, voilà, c'est ça aussi un des sujets. Vous savez, piétoniser la rue Moyenne, il y a d'autres contraintes. Ça veut dire que comment gérons-nous la circulation automobile dans les autres rues? On a eu une proposition d'ailleurs d'un groupe de travail de la Chambre de commerce et d'industrie il y a quelques mois, qui nous proposait de rendre la rue Moyenne piétonne et d'assurer la circulation automobile du parking Cujas à travers la rue Jacques-Cœur et la rue Porte-Jaune. Très sincèrement, tant que le parking Cujas sera autant utilisé, je ne vois pas comment faire circuler autant de véhicules. C'est-à-dire que c'est à peu près entre 5 000 et 6 000 véhicules jour qui utilisent la rue Moyenne par les deux rues que je vous ai citées. Donc je pense qu'il faut mettre en place des outils qui permettent de passer ce cap. Alors les outils, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les automobilistes utilisent tous les parkings de la ville, hein, et notamment ceux à proximité qui sont sous-utilisés aujourd'hui, à part le parking Cujas qu'on a cité. C'est aussi mettre en place des navettes gratuites qui permettraient d'amener des automobilistes devenus piétons, des parkings un peu extérieurs sur le centre-ville, donc d'apaiser la circulation automobile en centre-ville pour passer à cette étape de piétonisation complète. Mais tout ça, ça doit se faire en concertation, ça doit se faire d'une façon posée et en mettant en face les outils qui vont bien, de manière à ne pas perturber ou ralentir la vie économique du centre-ville, et permettre aussi à nos visiteurs, hein, qu'ils soient berrués ou pas, à accéder dans ce merveilleux centre-ville. Donc tout ça, effectivement, c'est dans les cartons, c'est dans les têtes, mais vous voyez bien que les choses ne se décrètent pas d'une façon aussi vite, surtout auprès des verrouillés qui sont, on va dire, peut-être un petit peu têtus sur certains sujets. Il faut beaucoup de pédagogie et puis trouver les bonnes solutions, et tout ça en concertation et en discussion. Une question posée par Paula. Bonjour monsieur, le printemps de Bourges va fêter ses 40 ans en avril 2016. À cette occasion, la ville va-t-elle organiser une manifestation particulière? Alors la ville, non, parce que ce n'est pas de la responsabilité de la ville d'organiser ce type d'événement, mais le printemps de Bourges, dans sa définition, son organisation, effectivement, a prévu de faire un certain nombre d'animations, alors qui vont être affinées, hein. J'ai rencontré les responsables, les nouveaux responsables, donc la semaine dernière. Donc il y a des projets sur lesquels le printemps de Bourges travaille, des choses qui me paraissent intéressantes, mais bon, au stade où on en est aujourd'hui, permettez-moi de garder ça encore un peu pour moi, parce que rien n'est affiné. Une question posée par Bernadette. Bonjour monsieur le maire. Est-ce vrai qu'une maison de retraite est en projet dans le quartier du Val d'Oron? Oui, absolument. Il y a un projet, alors c'est plus qu'un projet, hein, puisque le terrain a été acheté, donc c'est un des terrains qui se trouve à proximité de la crèche qui a été ouverte il y a 2-3 ans maintenant. Le dernier terrain, on va dire, qui est disponible, qui donne sur le plan d'eau, du côté de la rue Cherrier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, il y aura une maison, alors on n'appelle plus ça maison de retraite, mais enfin bon, on parle de la même chose, qui devrait voir le jour très prochainement, hein, dans le courant de l'année prochaine, les travaux devraient débuter. Donc c'est un vrai besoin, hein, notamment pour les personnes âgées. Et puis, chose pas inintéressante, c'est ce qui nous motive aussi, c'est de la création de plusieurs dizaines d'emplois. Et puis, puisqu'on est aussi sur ces sujets-là, il y a d'autres
d'autres projets qui avancent aussi, notamment du côté de Notre-Dame-la-Blanche. Il y a un autre projet qui est en réflexion, et plus qu'en réflexion, puisque le projet avance aussi très vite. Donc vraiment en centre-ville. Donc voilà, on voit bien que ça correspond à un besoin, et c'est clair hein, que les personnes âgées ont de plus en plus besoin, alors soit de rester chez elles, hein, ça c'est tout le travail qu'on fait avec le CCAS, et puis à un moment donné, faisant un choix personnel ou ne pouvant plus rester à la maison, intégrer ces maisons spécialisées, qui sont d'ailleurs de très bonne facture, hein. Et puis une fois encore, je vais peut-être insister, mais ces constructions et ces réalisations se traduisent par des emplois, et vous savez que je suis très attaché à ce problème, et tout ce qui peut générer de l'emploi sur Bourges, j'y suis très favorable, et on fait accélérer effectivement ce type de dossier. Une question posée par Léo D. Bonsoir. La ville va-t-elle reconduire la descente infernale en 2016? Alors ce sont des sujets sur lesquels nous réfléchissons. La réponse est oui, parce que c'était un vrai succès cet été, la descente infernale, et Dieu sait qu'on a eu des détracteurs hein, pendant la fin de l'hiver et le début du printemps, et force est de constater, quand vous créez un événement à Bourges qui finalement ne coûte pas très cher à la ville, et qui réunit sur une journée 12 000 spectateurs, je pense que c'est une réussite, et on a une vraie demande de la population berruyère de poursuivre, et ce qui pose le problème parce qu'on on a déjà d'ores et déjà d'autres concurrents qui n'étaient pas là l'année dernière, enfin cette année plus exactement, qui veulent s'inscrire, et là on est en train de travailler sur comment faire rentrer tous ces concurrents dans un espace de temps qui est pas élastique, mais voilà, vraisemblablement nous recommencerons en 2016, parce que c'est à mon sens une vraie réussite, et puis ça permet effectivement de mettre de l'animation dans la ville, ça permet je dirais, de partager des vrais moments de rire, de bonheur, de convivialité, et puis ça participe aussi à la vie de nos commerces, et ça c'est loin d'être négligeable. Une question posée par Johan. Bonsoir monsieur. Ma question est double. Sur quel poste comptez-vous faire des économies en 2016 pour la ville de Bourges et pour l'agglomération? Là, le travail est en cours, c'est ce que je disais donc à votre ami internaute précédent, le travail est en cours. Nous allons, dans les prochains jours et tout au long du mois de juillet, travailler en concertation avec les élus, avec les services, avec les élus d'ailleurs de la majorité et de l'opposition que j'invite dans des commissions sur lesquelles on doit travailler ensemble, puisque là, il ne s'agit pas de politique, il s'agit véritablement de sauver les finances de la ville. Donc, quand on est dans des difficultés, on doit aussi faire preuve de solidarité, si on a, je dirais, dans l'idée de travailler pour l'intérêt général et pas pour l'intérêt particulier. Donc c'est tout un travail qui nous reste à faire dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, tout est ouvert. Moi j'ai demandé à ce qu'on ne fasse pas d'autocensure aujourd'hui. Tout doit être envisagé en mesurant, je dirais, le montant de l'économie, d'une part, et puis en mesurant l'impact que ça peut avoir sur le service public. Donc tout est ouvert, donc les choix ne sont pas faits. Moi ce que je veux vraiment, si vous voulez, sur les finances de la ville, c'est d'être complètement transparent. Transparent pour les élus, qu'ils soient de la majorité et de l'opposition, qu'ils soient transparents pour la population, pour les contribuables, et qu'on fasse des choix, je dirais ensemble, qu'on essaie de trouver un vrai consensus, de manière à ce qu'on soit responsable, vraiment responsable jusqu'au bout des mandats qu'on nous a donnés, qu'on nous a confiés en 2014. Et comme je le disais tout à l'heure à l'internaute précédent, vous savez, je considère que c'est mon devoir, mais réellement mon devoir, de faire en sorte qu'à la fin du mandat, à la fin de 2020, la situation de la ville soit, je ne vais pas dire confortable, mais soit correcte, de manière à ce que le prochain maire puisse continuer à embellir et investir dans cette belle ville. Alors sur l'agglomération, nous poursuivons aussi, d'ailleurs, vous savez qu'on a mené une campagne importante de mutualisation entre les services de la ville de Bourges et l'agglomération, et des communes de l'agglomération, ce qui a permis tout simplement de faire en sorte d'éviter les doublons, et puis de ne pas recréer de postes, de ne pas embaucher, donc tout le monde en bénéficie, l'agglomération en bénéficie, les communes en bénéficient, on rationalise beaucoup, on fait en sorte par exemple sur certains logiciels, et j'en ai en tête, qu'on ait le même logiciel, qu'on soit à l'agglomération, qu'on soit à la ville de Bourges, ou qu'on soit au CIRDAB, qui est un syndicat qui va utiliser un logiciel d'urbanisme. Tout ça
voilà, qu'on fasse des économies d'échelle, qu'on puisse transférer des fichiers, qu'on puisse avoir en termes de maintenance des coûts les plus bas. Donc, vous savez, tous les jours qui passent, nous avons ça en tête, que ce soit élus ou services, de trouver des sources d'économie en permanence, en permanence. Il n'y a pas d'idées idiotes, il n'y a que des idées, des bonnes idées. Et puis après, ben, il faut prioriser ces idées, puis il faut faire des choix. Donc voilà, c'est économie tout azimut. Nous gérons et nous avons la responsabilité, autant au niveau de l'agglomération de la ville de Bourges, de gérer un budget, de gérer les finances de la ville. C'est une délégation que les électeurs nous ont donnée. Donc nous sommes responsables. On gère l'argent du contribuable comme on gère notre propre argent. Comme je le dis souvent, en gestion de bon père de famille. Là où il faut faire des économies, là où on peut faire des économies, nous ferons des économies. Une question posée par un inconnu. Bonsoir Monsieur le maire, j'envisage de déménager en 2016. J'hésite entre Châteauroux et Bourges. Que pourriez-vous me dire en 3 mots pour me convaincre de choisir votre ville? N'hésitez pas, absolument pas. Venez à Bourges. Non, plus sérieusement, Châteauroux est aussi une belle ville, il y a un bon maire, hein, on est très, très amis avec Gilles Avrousse. Ouais, vous comprenez que ça m'est délicat de dire que aller plutôt à Châteauroux qu'à Bourges. Voilà, bon, d'abord parce que ben, plus j'aurai d'habitants à Bourges, mieux ça vaudra. Je pense que ces deux villes ont des atouts qui sont complètement différents. Je le disais tout à l'heure, Bourges est la troisième ville de la région Centre-Val de Loire, qui n'est pas le cas de Châteauroux. L'agglomération de Bourges est placée devant Châteauroux, donc ça signifie quelque chose. Maintenant, nous avons la plus belle ville du monde. On trouve beaucoup de choses. On a une ville à taille humaine, on a une ville où il y a beaucoup d'animation, malgré ce qu'on a pu entendre dire ces dernières années. Et là, on démontre à travers des outils qu'on a mis dans la ville depuis quelques mois, je pense au Sortir à Bourges, ou je pense au panneau numérique qu'on vient d'implanter. Vous allez voir tous les jours, il y a des tas de choses à Bourges, organisées soit par des associations, soit par les collectivités, soit par des privés, soit par des bars, les concerts des bars, il y a des tas de choses tous les jours. On a un pôle universitaire important qui va atteindre bientôt 5000 étudiants avec une INSA depuis 2 ans maintenant. On a une ville où il fait bon vivre, on a une ville verte, on a un grand plan d'eau, on a des marais, 135 hectares de marais en plein centre-ville, on a une rocade verte qui est en train de se terminer, qui permet de pratiquer, je dirais, un déplacement en vélo en toute sécurité, en site propre, ou à pied. On a plein d'arbres dans la ville, on a plus de 11 000 arbres dans la ville, et on vient d'en planter encore 10 500, vous voyez, donc on est vraiment une ville verte. Et puis on a des associations sportives très importantes, on a un tissu associatif colossal, autant dans le domaine de la culture que dans le domaine du sport. Nous avons des enseignes, vous savez, le centre Avaricom qui a ouvert le 18 février dernier, regroupe des enseignes qu'on ne trouve pas dans des villes de la même dimension. Alors je ne vais pas faire trop de publicité, mais vous trouvez Habitat, vous trouvez Zara, vous trouvez Foot Locker, vous trouvez des tas de choses. On vient consolider justement le commerce en centre-ville. On a redonné un coup de fouet, on va dire, au commerce traditionnel qui s'y trouve. On a des rues piétonnes, on a je dirais, un patrimoine historique remarquable. On a la plus belle cathédrale du monde, on a le Palais Jacques-Cœur, on a des tas de choses qui se passent à Bourges. Voilà, il y fait bon vivre. Et puis voilà, alors Châteauroux c'est bien, mais n'hésitez pas, venez à Bourges, vous serez bien mieux à Bourges. Une question posée par Fred. Monsieur le maire, vous avez annoncé l'armement de votre police municipale. Est-ce vraiment utile à Bourges et combien cela va-t-il coûter et quand ces policiers seront-ils armés? Alors, nous avons aujourd'hui pas complètement pris une décision, mais c'est une bonne orientation que nous allons prendre. Donc, ça fait débat au cours du dernier conseil municipal, mais il n'y a pas encore de décision formelle qui a été prise. D'ailleurs, les débats étaient très intéressants. Cette réflexion, nous l'avons depuis le début du mandat. Ce que je veux dire par là, c'est que ne pas faire de lien entre les événements malheureux que nous avons connus il y a un peu plus d'un mois de ça et ce sujet que nous traitons. J'avoue que sur le sujet, les avis
sont partagés. Enfin, moi, j'ai changé aussi d'avis. Philippe Mercier, qui est maire adjoint à la sécurité, en particulier, a aussi changé d'avis. Et c'est pour ça que nous avons débattu avec d'autres élus sur la nécessité d'armer la police municipale. D'ailleurs, si vous avez suivi notre campagne électorale des municipales, nous avions comme projet, et c'est toujours d'actualité, de mettre en place une police municipale de nuit, une brigade de nuit, entre 21h et minuit ou 1h du matin. C'était une demande d'ailleurs de la population d'augmenter la sécurité sur le territoire. Et puis c'était une demande aussi de la police nationale qui souhaitait être accompagnée par la police municipale telle que c'est depuis des années, mais par contre en lui donnant des moyens. Et le fait de l'armement, c'est une condition sine qua non pour les agents de la police municipale qui souhaitent participer à cette brigade de nuit, mais ils ne le feront que s'ils sont armés. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi important, vous savez, face à des délinquants, face à des gens qui commettent des délits, aujourd'hui, la police municipale n'a strictement rien pour se défendre elle-même, et puis pour défendre aussi la population. Bourges est une ville calme, hein, j'en profite pour le dire à l'internaute précédent, mais par contre, il y a, comme partout sur le territoire, les choses évoluent, malheureusement pas forcément dans le bon sens, et il faut savoir par exemple qu'il y a des trafics d'armes qui se font à Bourges, et pas forcément dans les recoins, ça se fait d'une façon complètement ouverte, en pleine journée. Et puis j'ai eu l'occasion de voir des vidéos qu'on m'a présentées, ça fait peur, hein, quand vous avez des gamins de 16-18 ans qui ont entre les mains un 9 mm, en pleine journée, à 17h, sur une place où il y a du monde qui circule, ça fait peur. Et vous vous dites finalement, le jour où, pour une raison ou pour une autre, ces gamins-là, soit en jouant, soit d'ailleurs en voulant jouer peut-être les caïds, se retrouvent face à la police municipale, et la police municipale n'a rien pour se défendre, et n'a rien pour protéger la population qui se trouve autour. Comment on fait? Il y a un vrai souci en fait de sécurité. Alors, c'est pour ça que c'est une question sociétale très importante, et après en avoir débattu, avoir échangé, je pense que c'est vraiment vers cette orientation qu'il faut aller. Alors, le camp, ça sera plutôt en 2017, au milieu de l'année 2017, puisque d'abord, pour la brigade de nuit, il faut enfin dire, former aussi, d'une part, les agents qui sont susceptibles en interne de renforcer la brigade de jour. Hein. Aujourd'hui, ça serait plus 10 agents qu'il faudrait recruter ou réaffecter, hein, à partir des agents de la ville. Et deuxièmement, ça nécessite une formation au métier de la police municipale, et puis formation à l'usage des armes. Il y a un certain nombre de tests à passer, tests psychologiques, tests d'utilisation de l'arme, et donc ça c'est réglementé, hein, c'est des organismes spécifiques qui font ce type de formation. Et puis après il y a toute une surveillance qui a lieu annuellement, donc tout ça demande un peu de temps. Nous allons bénéficier des armes qui sont mises à disposition par l'État. Nous avons été sollicités il y a quelques mois par l'État, donc on nous a proposé gracieusement ces armes pour les armes individuelles. Donc ça n'a pas de coût, hein, si ce n'est effectivement les projectiles qu'il va falloir acheter, donc à des coûts négligeables. Et puis après, il y a d'autres types d'armements, ce qu'on appelle des armements collectifs, le taser, vous avez dû entendre parler de ça, le taser qui a un coût, qui a une arme collective qui est aussi importante, la police nationale en utilise, et ça, je crois que c'est de l'ordre de 3 000 euros l'arme, mais pour une équipe, hein, donc ce ne sont pas des dépenses qui sont accessibles. Une question posée par J.F. Chauveau. Monsieur le maire, que pensez-vous de la démission de la présidence de l'UDI des Mares de Germay suite aux magouilles politiques, déjà lors de la présidence de l'agglomération, car vous lui aviez dit de vous laisser sa place, puis obligé de reculer sur sa liste des régionales. N'en avez-vous pas assez, vous et vos amis de parti, de penser surtout à vos sièges plutôt qu'aux citoyens? Vous savez, la décision des Mares de Germay, moi je la respecte, hein. J'ai eu l'occasion justement de lui dire, hein, de lui écrire dimanche soir, quand j'ai découvert effectivement son post sur sa page Facebook. Nous sommes toujours bien entendus avec les Mares de Germay, nous entendons d'ailleurs toujours bien. Nous avons déjeuné encore à midi ensemble avec les forces vives de l'économie locale. C'est son choix, ça lui est personnel, j'ai pas de jugement à porter sur le choix d'une personne. D'ailleurs, je ne supporterai pas qu'on juge une décision personnelle, ça regarde tout un chacun.
Sur l'agglomération, voilà, nous avons discuté avec Aymar de Germay il y a maintenant un peu plus d'un an et demi sur cette stratégie-là. Ça s'est d'ailleurs très bien passé. J'avais aucun pouvoir de lui interdire d'être candidat à la présidence de l'agglomération. Donc c'est le résultat des discussions qui ont fait qu'il a compris qu'il était plutôt opportun que je sois président plutôt que lui sur certains sujets. Et je pense que en fait nous avions raison par expérience depuis un an et demi. Maintenant par rapport au régional, vous savez, alors c'est un autre sujet pour lequel d'abord je me suis absolument pas impliqué dans la constitution de la liste parce que c'était pas du tout de ma responsabilité. Ça c'est la responsabilité de la tête de liste ou du tête de liste en l'occurrence. Il y a eu des choix qui ont été faits et validé par les candidats au niveau régional. Une fois encore, moi je ne les ai pas partagés. J'ai eu l'occasion de m'en expliquer à la fois auprès de Philippe Vigier, auprès de Guillaume Pelletier et aussi de Maurice Leroy sur ce sujet-là. J'en ai fait part aussi à Laurence Régnier, qui était tête de liste pour le département. Moi j'ai donné simplement mon avis, mais je ne suis pas décisionnaire. Donc après, chacun prend ses responsabilités, chacun a ses propres responsabilités et constitue la liste comme elle l'était. Bon, le choix a été fait autrement. Est-ce que c'est le résultat, est-ce que c'est la conséquence du résultat du vote de dimanche? Je n'en sais rien. Je pense que ça a pu aussi participer avec d'autres orientations et choix qui ont été faits. Maintenant, voilà, moi j'étais pas candidat sur cette liste-là, donc je n'étais pas donc sur cette liste-là, donc je n'ai pas jugé de tout ce qui a été fait pendant la campagne. C'est un peu facile quand on est en dehors de dire fallait faire ci, fallait pas faire ça. Je suis bien placé pour le savoir. Voilà, les résultats sont là, les choix ont été là. Je crois que Aymar de Germay a fait le bon choix en ce qui le concerne. Après, une fois encore, c'est de sa responsabilité. Peut-être qu'il ne se reconnaît pas dans ces systèmes politiques, ce que je peux comprendre à certains moments. Vous savez, quand je vois, le résultat des régionales sur notre territoire français, premier et deuxième tour, quand on voit finalement le rejet des systèmes politiques par les Français qui n'ont pas pour tout le monde voté extrême droite parce qu'ils ont des convictions, des valeurs partagées, qu'une grande partie des Français ne sont pas allés voter, ça se traduit par un rejet de la politique nationale et de ce que font les partis. Et quand je vois et j'entends ce qui se passe depuis hier dans certains partis politiques, je crois qu'on n'a encore rien compris. Les Français attendent autre chose que des disputes de cours d'école et l'image que les politiques et les partis politiques, les mouvements politiques donnent aujourd'hui aux Français, le lendemain de ces résultats, c'est affligeant. Et alors, dans ce cadre-là, je peux très bien comprendre à un moment donné qu'Aymar de Germay souhaite quitter le parti politique enfin tout au moins au niveau du département qu'il dirigeait, et vraiment je le regrette, mais c'est des choses qu'on peut comprendre. Une question posée par Valérie. Bonsoir Monsieur le maire. Pourquoi Bourges n'est-elle pas une ville-étape lors des tournées des vedettes en dehors du festival? Il faut souvent se déplacer sur Orléans, Tours ou Châteauroux pour assister à des concerts. Alors bon, là, encore, moi je ne suis pas organisateur de spectacle, c'est pas ma mission, et heureusement d'ailleurs, parce que je crois que je ne saurais pas faire. Voilà, ce sont des choix aussi d'organisateurs, c'est de leur responsabilité, ça dépend, je pense, aussi des moyens qu'on peut mettre en place. Bon, nous, on le fait avec nos moyens. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi, mais tout début septembre, nous avons eu la chance d'avoir un grand concert Vibration sur la place Sérocourt, qui était, on va dire, plutôt dédié à un public plus jeune, mais on a vu des familles avec des enfants qui étaient présentes. On a réuni plusieurs milliers de berruyers ou non berruyers pendant 2 heures sur la place Sérocourt, donc c'était une vraie réussite. Donc ça veut dire qu'on sait faire des choses, mais une fois encore, ce n'était pas une organisation Ville de Bourges, c'est une organisation, on va dire, de la radio Vibration. Le printemps de Bourges, vous l'avez cité, fait venir bien sûr quelques vedettes. Maintenant, il faut que les organisateurs veuillent le faire et qu'ils puissent avoir les moyens financiers de le faire. Alors, je sais que Vierzon le fait plutôt bien au Magnab.
Il arrive à Châteauroux sur le tarmac aussi de faire des choses intéressantes. Mais voilà, une fois encore, nous avons les installations. Dès lors on nous le sollicite pour des spectacles, pour des concerts, dans la mesure de leur disponibilité, on les loue et on les met à disposition des organisateurs pour faire venir tout ce qu'ils souhaitent faire venir en termes de vedettes. Une question posée par Dédé. Bonsoir Monsieur le maire. Comme demandé lors du dernier chat, je reviens vers vous concernant l'Urban Trail. Alors, avez-vous envisagé la reprise de l'entraînement pour une possible participation? Oui, je l'ai envisagé, mais c'en est resté là en fait. Voilà, mais vous savez, il faudrait que je sois sérieux et je ne le suis pas. Alors, je vais vous donner une mauvaise raison. Je vais vous dire que j'ai pas le temps, mais ceux qui veulent. Vous savez, quand on veut pas faire quelque chose, on trouve toujours des bonnes raisons pour pas faire. Je fais partie de ceux-là. Aujourd'hui, ben, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour les loisirs, ce qui peut être regrettable. Mais en tout cas, je pense que j'ai pas la volonté aujourd'hui de faire cet effort-là. C'est une question de volonté et d'organisation. Alors voilà, j'ai repris un peu la course à pied, j'ai couru ces derniers temps, j'ai profité, on va dire, des 2 journées, les 2 dimanches d'élection, alors que je faisais travailler euh, mes adjoints et mes élus sur les bureaux de vote, donc il faut bien que le maire ait quelques avantages, et j'en ai profité pour aller un peu courir. J'avoue que j'ai peiné beaucoup, hein, d'un dimanche sur l'autre j'avais toujours des crampes donc, et des courbatures. Voilà, je crois qu'il faudra que je m'y mette vraiment plus sérieusement, de manière à être au top de la forme début juillet pour l'Urban Trail. Je ne vois pas comment c'est trop tôt, parce que je ne vois pas terminer premier, donc voilà. Donc, je vais choisir le bon moment et je ne dis pas que je m'engage les yeux dans les yeux comme certains l'ont fait pour vous dire que je courrai la deuxième édition, mais en tout cas, je l'envisage sérieusement. Une question posée par JL. Bonjour. Le Berry républicain fait état d'une augmentation des impôts locaux de 25% en 2016. Cette information est-elle vraie? Vous rendez-vous compte de ce que représente une telle hausse pour nous qui ne sommes pas responsables de la situation financière de votre ville? Il ne faut pas forcément croire tout ce que dit le Berry républicain avec tout le respect que j'ai pour ce journal. Vous savez, concernant les taux d'imposition, puisqu'il en est question, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas des choses qui sont envisagées. Les taux sont votés en conseil municipal, et c'est à l'issue du conseil municipal, d'une façon officielle que vous connaîtrez, une éventuelle augmentation des taxes qui concernent la ville, soit les taxes foncières, soit les taxes d'habitation. Comme je le disais tout à l'heure à un autre internaute, nous travaillons actuellement à identifier encore des sources d'économie. Nous cherchons, d'ici la fin du mandat, 10 millions d'euros. C'est quand même une somme qui est considérable et tout le travail qui nous reste encore à faire, c'est de faire en sorte de pouvoir trouver des sources d'économie pour faire en sorte d'utiliser le moins possible, voire pas du tout, le levier fiscal. C'est vrai que brutalement, si on regarde les chiffres aujourd'hui, et qu'on dit bah, si on ne fait rien et pour sauver la ville de la tutelle de l'État, il faut augmenter brutalement les impôts de 25%. C'est pas du tout, mais pas du tout le schéma vers lequel on s'oriente, bien évidemment. Donc c'est quelque chose de très théorique. Donc il y a d'autres décisions à prendre qui doivent effectivement éviter ce genre de drame, parce que ça serait un vrai drame. Donc voilà, limiter un peu, enfin, il faut prendre avec modération les informations du Berry républicain, une fois encore avec tout le respect que j'ai pour ce journal local, mais les informations, vous les aurez, allez les chercher à la source. Pour l'instant, il n'y a aucune décision de prise, hein, bien évidemment, c'est des décisions qu'on doit prendre en commun, d'une façon mesurée, avec les élus qui vont voter une fois encore les taux, donc les budgets, et puis, mais là, il faudra encore attendre quelques semaines, voire quelques mois. Une dernière question posée par Marc. Bonjour monsieur. Avez-vous un projet global pour le développement économique de l'agglomération de Bourges et ne pensez-vous pas qu'il faudrait être plus dynamique? Oh, certes, on peut toujours s'améliorer, hein, donc moi je suis convaincu qu'on peut faire encore davantage que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, je vais revenir un peu sur une des premières questions d'internaute. Le développement économique, ça se détecte pas, enfin ça se déclenche pas en claquant des doigts. J'avais ce midi un déjeuner avec toutes les forces vives de l'économie locale, hein, donc
les représentants des chambres consulaires, les fédérations de bâtiments, de travaux publics, les représentants aussi du patronat, donc, et puis avec moi quelques élus de l'agglomération, dont Aymar de Germay qui est en charge, en tant que premier vice-président, le développement économique. Nous menons beaucoup d'actions, mais une fois encore, il faut travailler sur l'attractivité de notre territoire. Alors, travailler sur l'attractivité, ça ne se décrète pas non plus, ça nécessite un vrai travail, et ça nécessite, une fois encore, que notre agglomération soit reconnue, au moins sur l'échiquier de la région Centre-Val de Loire, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faut qu'on ait une agglomération plus forte, et là on a eu véritablement l'aval de tous les présents à ce déjeuner sur le fait qu'il fallait agrandir notre agglomération d'une façon conséquente pour qu'on existe et qu'on soit plus performant et qu'on mutualise et qu'on rationalise tous ces fonctionnements entre les agglomérations et les communautés de communes. Donc ça c'est quelque chose d'important, d'avoir toutes ces forces vives avec notre agglomération. Et puis il faut que chacun joue son rôle d'ambassadeur, et c'est ce que je disais tout à l'heure à ses représentants, c'est que, et notamment les chefs d'entreprise, aujourd'hui nous avons des belles entreprises qui travaillent, qui sont implantées sur le Cher, sur notre agglomération ou dans le Berry. Ça peut être Dactyle Bureau, je pense à Olivier Monin, je pense à Recticel, je pense à la Bovida, voilà, il y en a plein qui fonctionnent très bien. Et c'est à eux de démontrer aussi par leur réseau que on peut bien faire fonctionner une entreprise, une société, des belles sociétés comme celle dont j'ai parlé tout à l'heure, en étant implanté sur Bourges. Donc ça veut dire qu'on y trouve un environnement agréable, parce que c'est ça aussi, hein, c'est l'environnement, au-delà du boulot, comme je dis souvent, il y a une vie en dehors de ça. On a des fonciers qui sont disponibles, des fonciers qui ne coûtent pas cher, par exemple par rapport aux grandes métropoles. On n'est pas très loin de la région parisienne, bon, avec une desserte autoroutière, une desserte routière, une desserte ferroviaire, certes qui est améliorée, mais on a des atouts forts, on a un enseignement supérieur qui est présent. Voilà, on a tout ça, on a des industries aujourd'hui autour de l'armement, avec des PME, des TPE qui sont de très grande qualité. On a notre technopôle Lightol qui est mis en place avec des aides à la création d'entreprises, avec les aides aux jeunes, avec l'hôtel d'entreprise, avec les pépinières d'entreprise, avec la couveuse d'entreprise. Tout ça est implanté sur le même site. Donc on a beaucoup d'atouts, mais il faut qu'on arrive à vendre ces atouts pour aller chercher justement des entreprises. Et je pense qu'il faut peut-être qu'on passe à la surmultiplier, parce que les temps sont compliqués, le contexte économique est difficile, et il faut qu'on travaille beaucoup plus sur le développement économique, parce que derrière ça veut dire de l'emploi, et qui dit emploi dit plus de recettes pour les collectivités, qui dit plus de recettes pour les collectivités, moins d'endettement, et puis donc plus d'investissement. Donc vous voyez, on est sur une vraie dynamique, et je peux vous assurer que l'ensemble des élus de l'agglomération et moi-même, et en particulier Aymar de Germay, travaillent dur sur ce sujet-là et progressent. La preuve en est, c'est que on le disait tout à l'heure, il y a des plateformes logistiques qui s'implantent. On a fait en sorte que l'usine d'Olivier Monin reste sur Bourges, qui n'était pas forcément gagné, c'était pas dans un schéma idéal. Et puis d'autres entreprises comme Recticel se sont implantées, et il y en aura d'autres, hein. Nous sommes sollicités. Maintenant, il faut arriver à trouver le bon équilibre. Il faut que nos territoires arrêtent aussi d'être concurrents. C'est pour ça qu'on a mis en place, vous savez, on a créé ce réseau de villes entre les villes de Saint-Amand, de Châteauroux, de Montluçon, de Bourges, de manière à ce qu'on ait des territoires qui soient complémentaires et pas des territoires concurrentiels. Les atouts de Bourges sont pas les mêmes que Châteauroux, ceux de Saint-Amand ni de Montluçon. On a un aéroport à Châteauroux qui est sous-utilisé, donc on peut peut-être travailler aussi autour du tourisme, hein, sur notre territoire qui est le territoire du sud de la région Centre-Val de Loire, qui est oublié depuis des années et des années. Donc voilà, on travaille ensemble, donc on fait plein de choses, et je pense qu'on va voir d'ici la fin du mandat un vrai sursaut, dans la mesure où le contexte économique ne se dégrade pas encore davantage. Voilà, écoutez, puisque nous sommes arrivés au terme de ce chat vidéo, je voulais encore vous remercier pour vos prochaines questions. Nous avons donc rendez-vous pour le prochain chat l'année prochaine, donc ça sera le 13 janvier. En attendant de vous revoir, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.